Qu'est-ce qu'on connaît de l'océan? On connaît à la fois beaucoup et peu. On connaît beaucoup parce que ça fait pas mal d'années que des chercheurs s'intéressent à ce qu'est l'océan, essayent de comprendre ce qu'est l'océan à travers son fonctionnement physico-chimique ou à travers la vie qu'il héberge. Et puis on se rend compte qu'on en connaît finalement assez peu, parce que c'est un monde qui ne nous est pas familier, c'est pas si simple que ça d'aller voir ce qui se passe dans l'océan, c'est un monde qui est peu familier, et les recherches qu'on a pu faire dernièrement nous ont aidé à prendre une mesure de notre ignorance en quelque sorte. Avant on ne savait pas qu'on ne savait pas, maintenant on sait à peu près qu'on ne sait pas. Et un exemple emblématique, ça a été ce qu'a fait la goélette Tara il y a une dizaine d'années. Elle a fait un tour du monde, elle a navigué un petit peu partout, elle a récupéré des seaux d'eau, entre guillemets, donc avec des systèmes de bouteilles qui permettent de récupérer de l'eau à différentes profondeurs. Puis ils ont regardé ce qu'il y avait dans cette eau. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers de micro-organismes qu'on ne connaissait pas et qui étaient dans tous ces endroits de l'océan mondial. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire finalement qu'on ne sait pas très bien comment fonctionne l'océan, puisque tous ces organismes nous avaient échappé. Alors ils sont tout petits, certes, mais ils sont déjà assez compliqués. C'est ce qu'on appelle des eucaryotes unicellulaires. Eucaryotes, donc des cellules qui ont un noyau, avec un certain nombre d'organites autour du noyau, qui font qu'il y a une complexité, il y a une physiologie, il y a un fonctionnement de cette cellule qui est déjà assez complexe, mais ils sont unicellulaires, ils sont donc tout petits et microscopiques. Et il y en a à peu près, ils en ont identifié 150 000 différentes espèces. C'est gigantesque par rapport à ce qu'on connaissait de l'océan. Et ça, pour moi, c'est vraiment illustratif de ce qu'on ne connaît pas de l'océan, de ce qu'on ne connaît pas encore de l'océan. Et c'est pour ça qu'il faut encore continuer les recherches dans le domaine de l'océan. Aujourd'hui, en observant l'océan, on se rend compte qu'il est sous pression. Il y a un certain nombre de pressions qui s'exercent sur l'océan, qu'on connaît bien, et qui s'exercent aussi sur la vie qui est dans l'océan. Donc les scientifiques voient ça. Ils arrivent à apprécier aussi un petit peu l'ampleur de ce que ça représente. Je vais prendre un seul exemple, qui est ce qu'on appelle l'acidification de l'océan, qui est le fait que l'océan, son pH baisse de plus en plus, et que ça a des impacts notamment sur le développement larvaire d'un certain nombre d'organismes qui risquent d'être moins abondants, voire pour certaines espèces de s'éteindre. Donc on est dans ce système-là. Les scientifiques voient un petit peu ce qui se passe, qui est au-delà de la surface, parce que le grand public, lui, voit la surface de l'océan, et il ne se rend pas forcément compte de ce qui arrive à l'océan. Alors le grand public, de quoi il se rend compte? Il se rend compte que quand il y a des grosses tempêtes, et il y en a de plus en plus, le littoral est sous tension, et il se dit, bon, la maison que j'ai là sur le bassin d'Arcachon, combien de temps elle va tenir? Le grand public, il se rend compte qu'il peut y avoir de la surpêche, et qu'il y a eu le problème du thon rouge en Méditerranée. Bon, ils sont revenus, on a mis un moratoire en place, ils sont revenus, bon, très bien. Il se rend compte qu'il y a, au-delà de cette surpêche, il y a des continents de plastique dont il a entendu parler. Mais au-delà de ça, il ne voit pas à quel point des grands cycles biogéochimiques peuvent être perturbés. Il ne voit pas à quel point il peut y avoir des impacts dans les grands fonds océaniques, au-delà de 2000, 3000, 4000 mètres de profondeur. Donc ça, les scientifiques commencent à le percevoir. Et ils savent qu'il va y avoir des problèmes à terme. Après, il faut que tout le monde en prenne conscience. Ce qui n'est pas évident quand on est un animal terrestre qui a l'habitude de gambader sur les continents et de ne pas mettre son nez dans l'eau. Alors, est-ce qu'on a des références dans le passé géologique de la Terre qui pourraient nous aider à comprendre ce qui pourrait advenir à l'océan dans les décennies, voire les siècles qui viennent? On est face à un problème avec l'océan qui est qu'il y a une inertie dans le système océanique. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas aussi vite que réagissent les écosystèmes continentaux. Il y a une inertie temporelle, la masse d'eau est considérable, elle se réchauffe à un rythme totalement différent de celui de l'atmosphère, par exemple. Et donc l'impact du réchauffement sur la masse océanique, sur la masse d'eau océanique, il va se faire sentir d'ici quelques siècles, sans doute. Donc on a du mal à se projeter. Maintenant, on a quand même des références anciennes. Je peux vous donner une référence qui s'appelle, un mot horrible, Paléocène et Océan Thermal Maximum, PETM, qui s'est passé il y a 55 millions d'années. Un réchauffement assez brutal à l'échelle géologique, mais vraiment brutal pour l'échelle géologique. Et à ce moment-là, on était dans une période chaude, et c'est devenu une période trop chaude avec des secteurs de l'océan qui étaient vraiment extrêmement chauds. On avait des températures moyennes dans certains secteurs qui étaient au-delà de 30 degrés. Et là, on a vu l'influence de ce réchauffement sur la microfaune, notamment. Et on a vu qu'il y avait toute une série d'espèces qui s'étaient éteintes, des espèces qui avaient migré. Enfin, il y a eu des transformations majeures dans le fonctionnement de l'océan à ce moment-là, jusqu'à ce qu'elle redevienne à la normale quelques milliers d'années plus tard, quand même. Donc, on a cet exemple-là. On a des exemples plus anciens, à la limite entre l'ère primaire, le paléozoïque, et l'ère secondaire, le mésozoïque. Il
il y a une crise majeure qui va faire disparaître un grand nombre d'espèces marines. Plus de 90% des espèces marines vont disparaître, des grosses espèces marines, pas des micro-organismes et des virus, hein, bien sûr. Donc elles vont disparaître et on va basculer dans d'autres écosystèmes. Je peux vous donner un exemple de ces écosystèmes de la fin de l'ère primaire, qui étaient des grandes prairies sous-marines, gigantesques prairies sous-marines, sans doute extrêmement colorées, si on fait référence aux animaux qui existent toujours actuellement, mais qui sont devenus très rares. C'était des animaux qui avaient une sorte de système racinaire, qui avaient une tige et qui avaient une corolle au bout de la tige, et qui vivaient un petit peu plantés comme des fleurs. Et il y avait une densité de ces animaux assez incroyable, qui fait que ça ressemblait, on parle de prairies d'ailleurs pour ces organismes, qui sont des cousins des oursins et des étoiles de mer, on parle de prairies pour ces organismes, qui devaient tapisser et qui tapissaient le fond de l'océan sur des surfaces gigantesques et qui ont disparu au moment de la crise. Et il n'y en a plus. Il n'y en a plus maintenant que dans les grands fonds, pour certains d'entre eux. Pas tous en plus, il y a des groupes qui ont disparu, et pour certains d'entre eux, il y en a dans les grands fonds océaniques. Donc on voit bien qu'au moment d'une crise, comme celle qu'on est en train d'amorcer, il y a des gagnants, il y a des perdants, et que les écosystèmes qui vont se régénérer après la crise, parce qu'ils vont se régénérer après la crise, même si ça prend en gros 1 million d'années quand même, hein, il faut être patient, quand ils se régénèrent, il y a des gagnants qui sortent et les perdants ne sont plus là. Donc ça a des impacts considérables. Scientifiquement, on essaye de les percevoir, d'essayer de se projeter dans le futur, mais c'est très difficile justement à cause de cette inertie de l'océan. On ne sait pas exactement quel impact ça va avoir. Si on parle de l'acidification, c'est-à-dire de la diminution du pH, ça a des impacts sur les larves. Est-ce que certaines espèces vont être résistantes par rapport à ça ou pas? Est-ce que l'espèce A qui est résistante, mais si elle dépend de l'espèce B pour se nourrir, qui elle n'est pas résistante, qu'est-ce qui va se passer? Et réciproquement. Donc on voit bien qu'on peut avoir une cascade d'effets, des effets en cascade dans le fonctionnement des écosystèmes, qui fait que cet effet en cascade va perturber complètement l'écosystème, qui va franchir un seuil, qui va se mettre à fonctionner complètement différemment. C'est ça une crise en fait. C'est une bascule dans un autre état. Et ce nouvel état, sera-t-il propice au développement des activités humaines ou pas? On ne sait pas. Donc maintenant, le constat, c'est qu'on sait un certain nombre de choses. On sait que nos activités humaines, anthropiques au sens large, ont une incidence sur le fonctionnement de l'océan. Même si on ne perçoit pas dans le détail ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer, on sait que ça a une incidence. Et on sait que cette incidence, elle va s'inscrire sur un temps long, avec une déstabilisation qui sera assez longue, ce qu'on peut considérer comme rassurant, mais un retour à l'équilibre qui sera également très long, ce qui n'est pas très rassurant si on a envie de revenir à un équilibre antérieur. Donc, il y a une grosse prise de risque. Et ces activités, ce qui est pernicieux, c'est que justement, on n'en voit pas les effets immédiats. Et donc, on a l'impression que tout va bien. À part les continents de plastique que j'évoquais précédemment, on a l'impression que tout va bien. Et en fait, ça va sans doute pas si bien que ça. Et il y a simplement une clause de précaution qu'on devrait appliquer. C'est-à-dire qu'on devrait réduire un certain nombre de nos pressions anthropiques, et on sait assez bien lesquelles. On pourrait réduire la pollution de l'océan. On pourrait réduire les activités de surexploitation de l'océan à travers la surpêche et les choses comme ça. Donc, on sait très bien ce qu'on pourrait faire, et je n'ai pas l'impression qu'on le fasse. Et c'est même pire que ça, j'ai l'impression qu'on est même tenté d'aller chercher encore plus de ressources dans l'océan. On peut évoquer les ressources minières, par exemple, des grands fonds marins, où on se dit, tiens, finalement, on n'a pas suffisamment de ressources de métaux et de minéraux sur les continents, on va aller chercher dans les grands fonds. Maintenant, on a une technologie qui nous permet d'y aller. Je pense pour ma part que ça serait la pire des erreurs. Parce que ça serait une fuite en avant, de manière assez inconséquente, sans savoir et sans vraiment prendre la mesure de l'impact de telles activités sur le fonctionnement même de l'océan.